Bonsoir, bienvenue dans le débat d'Europe Soir. Le 18 mars est paru dans le Figaro Vox un appel de 124 professionnels de santé contre les médecines alternatives, entre guillemets, car il y est dit que l'homéopathie, comme les autres médecines alternatives, ne sont en rien scientifiques, qu'elles sont inefficaces et dangereuses. Cette tribune demande donc au Conseil de l'Ordre des médecins et au pouvoir public de rompre tout lien avec de telles pratiques, de ne plus les reconnaître, ni les encourager, ni même les rembourser. Le syndicat national des médecins homéopathes français a réagi dès le lendemain, rappelant notamment que l'homéopathie donne satisfaction à des millions de patients. Le syndicat des médecins libéraux a réagi le surlendemain pour dire que l'homéopathie, l'acupuncture, la mésothérapie et l'ostéopathie sont reconnus par l'ordre des médecins et n'ont rien à voir avec les fausses médecines. Quant au Conseil de l'Ordre, il a regretté la forme véhémente de l'appel des 124 professionnels de santé. Alors les médecines alternatives sont-elles de fausses médecines, inefficaces et dangereuses? Ceux qui les pratiquent doivent-ils être rayés de l'ordre des médecins et les traitements homéopathiques cesser d'être remboursés par la sécurité sociale? Pour en débattre, nous avons invité Mathieu Calafort, médecin généraliste à Lille. Vous êtes également maître de conférences en médecine générale à l'université Lille 2. Vous faites partie des rédacteurs et des signataires de l'appel des 124 professionnels de santé contre les médecines alternatives. Pourquoi cette tribune? Pourquoi maintenant? Bonsoir. Cette tribune maintenant parce que nous voulons nous inscrire dans une démarche scientifique pour soigner les patients. Une démarche scientifique qui veut dire prescrire mieux, à bon escient, en tenant compte de la balance bénéfice-risque de chaque médicament. Ça ne veut pas dire prescrire plus, ça veut dire prescrire parfois moins, parfois pas prescrire du tout. Et donc uniquement des médicaments qui ont prouvé leur efficacité. Mais pourquoi maintenant? On a l'impression que c'est parce qu'il y a les réseaux sociaux Sur les réseaux sociaux, effectivement, on a vu fleurir beaucoup de messages, de tweets notamment, qui mettent en évidence le fait que on a une croyance vis-à-vis de la médecine traditionnelle qui est en baisse, parce que on a ces espèces de médecine ou de thérapie alternative un peu magiques parfois qui ont des vertus mises en avant par ces contributeurs sur les réseaux sociaux, alors qu'il n'y a aucun fondement scientifique du tout. Bénédicte Mignot-Guinet, vous êtes médecin généraliste à Paris, membre du syndicat national des médecins homéopathes. Quelle était votre première réaction face à cette tribune ? Déjà, le terme de fake médecine m'a beaucoup choquée. J'étais surprise de cette véhémence. Et demander à un médecin qui a la même formation que les médecins allopathes, on a tous notre diplôme. Les médecins allopathes, c'est ceux qui ne pratiquent pas les médecines... Qui prescrivent des médicaments anti-symptômes, en fait. Surtout la médecine symptomatique. Vous avez une fièvre, un antithermique, une douleur, un antalgique. Vous dormez pas, on vous donne un somnifère. Vous dormez trop, on vous donne un excitant. Voilà, je veux dire, c'est la médecine des anti-symptômes, en gros. Mais on fait de la médecine tous, c'est-à-dire qu'on fait un diagnostic, on examine le patient, on l'écoute. Ce que font les allopathes aussi. Certains prennent du temps aussi avec leurs patients. Il n'y a pas que les homéopathes qui prennent du temps. Et alors, ce qui m'a choqué encore, c'est le fait qu'on nous réduise à... faites pas d'homéopathie, mais faites de l'écoute bienveillante. Je veux dire, on n'est pas des psychothérapeutes, je veux dire... Hervé Lebars. L'ensemble m'a choqué. Hervé Lebars, vous êtes membre du conseil d'administration de l'AFIS, l'Association française pour l'information scientifique, qui publie la revue Science et Pseudosciences, dont vous êtes membre du comité de rédaction. Vous avez signé l'appel des 124 professionnels de santé, bien que vous ne soyez pas vous-même médecin, vous êtes ingénieur. Dans quel but ? En fait, à l'AFIS, à l'Association française pour l'information scientifique, ça fait 50 ans qu'on se bat pour essayer d'informer le public sur les sciences, sur des sujets scientifiques. Et à ce titre, on se bat contre ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les fake news scientifiques, c'est-à-dire toutes sortes de désinformations ou de contre-vérités de type scientifique qui existent dans le public. Et je dois dire que la médecine est un grand contributeur de fake news scientifiques. Et donc, le sujet de la médecine a toujours été, depuis 50 ans, pour l'AFIS, un sujet sur lequel on s'est beaucoup battu pour essayer de véhiculer une information scientifique vérifiée, valide, fondée sur les preuves et sur les expertises scientifiques. Je précise que si vous avez signé cette tribune, en dépit du fait que vous ne faites pas partie des professionnels de santé, c'est que vous l'avez rejoint par la suite. Au-delà des 124 premiers signataires, vous en êtes à combien aujourd'hui ? On en
est actuellement sur notre site fakemed.org à 1305 signatures validées et en tout on est à 1330 puisqu'on valide chacune des signatures en vérifiant qu'il ne s'agit pas d'une fausse inscription ou d'un quelconque robot qui inscrirait des personnes comme ça au hasard. C'est vraiment 1305 signatures. Ouvert à tout le monde, oui. David Kayat, vous aussi, vous êtes un professionnel de santé, vous êtes le fondateur de l'Institut national du cancer, vous êtes l'ancien chef du service d'oncologie médicale de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, professeur de cancérologie à l'université Paris 6, vous avez publié une quinzaine de livres. Vous aviez signé la tribune publiée dans le Figaro le 22 février par l'Académie du vin de France, dont il avait été question dans cette émission. Vous êtes membre de l'Académie du vin de France, c'était pour défendre le vin et dire à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qu'il ne s'agissait pas d'un alcool comme un autre. Mais vous n'avez pas signé celle-ci contre l'homéopathie et les médecines alternatives. Alors pourquoi ? Alors, écoutez, deux choses, sur le fond et sur la forme. Sur la forme, quand j'ai lu cette tribune, puisque je n'en ai eu connaissance qu'après qu'elle ait été publiée, j'ai trouvé la forme extrêmement violente et trop violente. Et après 45 ans de pratique de la médecine, j'arrive à un moment dans ma vie et dans ma pratique professionnelle où je déteste les extrêmes. Je pense que la vérité se situe le plus souvent au milieu des choses. Et donc, la forme. Le fond, c'est pas aussi simple que ça. Parce que, est-ce que Dieu existe ? Et si on n'en est pas sûr, est-ce qu'il faut interdire la croyance en Dieu ? Ça aide les gens, notamment moi dans ma pratique de la cancérologie depuis 45 ans à peu près. Les gens ont des besoins qui dépassent la simple prise en charge de leur maladie. Je crois que dans votre service à la Salpêtrière, il y avait 11 unités de médecine alternative. Oui, mais attendez, pour autant, ça ne veut pas dire que je pense que ce sont des médecines qui sont à égalité de l'allopathie et de l'oncologie par exemple. Mais je pense que quand on a créé le plan cancer avec Jacques Chirac, on a auditionné avec la Direction générale de la santé tous ceux qui participent de près ou de loin à la prise en charge du cancer et notamment les malades. Et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y avait une vraie demande pour des choses qui tiennent effectivement aux thérapeutiques alternatives. Le mot thérapeutique est d'ailleurs un petit peu peut-être usurpé, mais enfin, je ne me place pas dans ce champ-là. La question, c'est la liberté de choix des malades. Et par contre, est-ce que certains de ces praticiens qui pratiquent ces médecines alternatives vont parfois trop loin et prétendent guérir des choses, y compris le cancer? Malheureusement, je le vois pratiquement tous les jours depuis que j'ai commencé à faire ce métier, qu'effectivement, moi aussi, je vois sur Internet et ailleurs des fausses promesses sur des guérisons miraculeuses avec des poudres de perlimpinpin, et que j'ai vu beaucoup dans ma vie de malades qui ont gâché leur chance parce qu'ils ont cru en ça. Et donc, ça, c'est quelque chose qui touche à une pratique anormale, perverse. Maintenant, est-ce que je dois interdire à mes malades qui sont atteints de cancer le fait de se sentir soulagés parce qu'ils font de l'aromathérapie ou de la réflexologie plantaire, etc. Je ne crois pas que je dois aller jusqu'à les priver de ce dont ils ont envie. Ça pose pour autant, pardon, je finis, une autre question, c'est est-ce qu'on peut pratiquer? Pourquoi pas? Est-ce que ça doit être remboursé? Alors là, il y a un problème d'équité. C'est-à-dire, c'est pas normal que pour un médicament anticancéreux, il faille dépenser $1 milliard, 10 ans d'études de phase 1, de phase 2, de phase 3, démontrer une supériorité par rapport à ce qui existe déjà comme traitement dans ce cancer-là. Et uniquement à cette condition-là, le médicament est mis sur le marché et il est remboursé par la sécurité sociale, c'est-à-dire par nos impôts avoués à moi, quelque part. Enfin, c'est pas un impôt, mais on s'est compris, par de l'argent public. Alors que ces pratiques, si elles étaient remboursées, et certaines le sont, n'ont pas pour autant prouvé leur efficacité d'une manière objective, selon les règles définies par Claude Bernard il y a très longtemps, qui est ce qu'on appelle la méthode scientifique. Donc vous voyez, c'est pas aussi simple que ça sur le fond. Sur la forme, j'ai pas aimé. Sur le fond, c'est pas aussi simple que ça. Soigner une maladie comme le cancer par l'homéopathie, l'ostéopathie et tout le reste, je vois des malades qui croient que c'est possible. Je vois des malades qui perdent des chances parce qu'ils essaient de le faire. Et je vois donc en phase 2 des gens qui prétendent être capables de le faire, et ça, c'est inacceptable. Et là, je m'associe totalement à une démarche qui serait une démarche d'interdiction. De l'autre côté, il y a des gens qui, au-delà de l'allopathie, au-delà de la chimio, des rayons, de la chirurgie, en complément, et ça s'appelle des soins de support, c'est-à-dire ça ne guérit pas, ça les aide à supporter ce chemin douloureux qu'est le parcours d'un malade atteint de cancer, et ça, franchement, je ne vois pas le droit de leur interdire. Eh bien, on commence ce débat juste après ça. Europe 1, Europe Soir, le débat. Frédéric Tadei.
Le débat de ce soir, c'est sur l'homéopathie et les médecines alternatives prises pour cible par un appel de 124 professionnels de santé paru dans le Figaro Vox. Pourquoi ces médecines alternatives sont-elles prises pour cible ? Eh bien parce qu'aucune preuve scientifique que ça marche n'a jamais été trouvée. D'après les signataires, ce serait basé sur des croyances. Je crois me souvenir que The Lancet, en 2005, sérieuse revue scientifique, avait dans son éditorial avait écrit « Moins il y a de preuves, plus c'est populaire ». Mathieu Calafort, vous qui faites partie des rédacteurs et qui avez signé cet appel, pourquoi ne pas y avoir inclus aussi la psychanalyse ? Après tout, il n'y a pas plus de preuves scientifiques que la psychanalyse, ça marche, que la réflexologie Le point sur la psychanalyse, toutes les psychanalyses ne sont pas reconnues, on est bien d'accord. Par contre, il y a des soins de psychologie, de suivi psychologique qui ne sont pas remboursés à l'heure actuelle, qui, elles, par contre, ont fait preuve de leur efficacité. Et pourquoi pas transférer le budget qui est alloué justement pour des thérapeutiques qui ne fonctionnent pas ou qui n'ont pas prouvé leur efficacité. Toutes les médecines alternatives qui sont visées, mais elles sont plus de 400. Il n'y en a que 4 qui sont reconnues, à ma connaissance, par le Conseil de l'Ordre des médecins. Exactement. Et donc, transférer ce budget de prise en charge vers des consultations, par exemple, de psychologie, de psychanalyse reconnues, des consultations de diététique pour le suivi des patients diabétiques, par exemple. Elles ne sont pas toutes prises en charge. Il y a comme ça pas mal d'exemples qu'on peut donner de médecine et de thérapeutiques qui ont fait leur preuve de leur efficacité par des méthodes scientifiques reconnues et qui, elles, ne sont pas prises en charge. Alors nous, ce qu'on voudrait, c'est justement rester très scientifique. Quand on a une thérapeutique ou un médicament, par exemple, on a une façon de faire, une façon d'étudier ce médicament. On donne le médicament au patient et on donne un médicament placebo à d'autres patients et on fait une étude, ce qu'on appelle en double aveugle, c'est-à-dire ni le patient ni le médecin qui donne le médicament ne savent quel est le contenu du médicament. Et ensuite, on voit chez qui ça a marché, chez qui ça n'a pas marché. Ça n'a jamais été fait pour certaines thérapeutiques, notamment l'homéopathie. Hervé Lebars ? Oui, alors moi je voudrais revenir un petit peu sur ce qu'a dit le docteur Kayat, en particulier sur ce problème de la liberté de choix des malades. C'est quelque chose d'absolument fondamental. Je pense qu'on est dans une république dont le slogan est liberté, égalité, fraternité. Donc la liberté de choix du patient, elle doit être prise au sérieux. Mais il ne peut pas y avoir de liberté de choix réelle s'il n'y a pas information. Sans une information claire, transparente et honnête sur ce qu'on peut attendre d'une thérapie et d'une autre, la liberté de choix, en fait, elle est factice. Donc, lorsqu'on invoque pour justifier des pratiques la popularité et le fait que les Français plébiscitent telle ou telle pratique, par exemple l'homéopathie, il faut 40% les Français. Il faut garder à l'esprit que avant d'en tirer des conséquences, il faudrait savoir si les Français sont correctement informés sur ce que sont réellement ces pratiques, notamment sur le plan scientifique. Et j'ai là une déclaration un comité de presse des académies, du Conseil scientifique des académies des sciences européennes, c'est-à-dire c'est l'ensemble des académies de toute l'Union européenne, des académies des sciences de tous les pays de l'Union européenne, plus la Suisse et la Norvège, qui ont fait la déclaration suivante sur l'homéopathie. Il n'existe, alors je cite, il n'existe pour aucune maladie aucune preuve scientifiquement établie et reproductible de l'efficacité des produits homéopathiques. L'homéopathie peut avoir des effets nocifs en dissuadant le patient de rechercher des soins médicaux appropriés qui seront basés sur des preuves scientifiques et en fragilisant finalement la confiance des patients et du public envers les démarches scientifiques fondées sur les preuves. Il demandait d'ailleurs qu'on ne rembourse plus les médicaments homéopathiques, Absolument. Les traitements homéopathiques. Et la question du libre choix est adressée aussi dans cet appel qui date du 29 septembre 2017. Ils disent le choix du patient, qui est quelque chose d'important, doit être effectué en étant dûment informé, ce qui nécessite un cadre réglementaire normalisé. Autrement dit, il faut que l'information scientifique soit diffusée au public par des dispositions adéquates de l'État et du ministère de la Santé. Et à ce titre, par exemple, depuis 2016, aux États-Unis, sur les boîtes de médicaments homéopathiques, il y a une mention obligatoire qui doit être mise, qui est
la preuve scientifique de l'efficacité du produit n'a jamais, ce produit n'a jamais fait la preuve de son efficacité. Voilà ce qui doit être écrit aujourd'hui sur les médicaments homéopathiques. Sachant que aux États-Unis, aux États-Unis, ça représente 3 milliards de dollars à peu près par an. Et professeur Kayat. Écoutez, pour reprendre le propos du docteur Lebas... Non, il n'est pas docteur, lui. Lui est ingénieur. Pardon, ingénieur Lebas. Qu'importe, il y a des gens très bien qui ne sont pas médecins, c'est pas le problème. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas parlé uniquement de liberté de choix, j'ai parlé de liberté de croyance. Il me semble même avoir évoqué la croyance en Dieu. Quand on est face à des maladies graves comme le cancer, à un moment donné, se pose vraiment la question de croire dans son destin, de croire dans la possibilité de guérir, de croire dans l'efficacité de ce qu'on va proposer, c'est-à-dire des choses terribles, hein, la chimio, les rayons, tout ça, ça n'a rien de gentil pour le malade, hein, qui va devoir passer par tout ça. Et l'expérience, mon expérience, peut-être est-elle différente pour d'autres médecins, mais c'est que dans ces moments-là, les malades ont généralement, et leur entourage ont généralement besoin de croire en quelque chose. Alors d'abord de croire dans le médecin qui les accompagne et qui leur propose une thérapeutique, une stratégie, etc. Donc cette relation singulière entre le médecin et le malade, c'est là qu'elle prend toute son importance, et dans ce moment crucial de l'annonce du diagnostic et de la proposition d'un traitement. Mais ensuite, il va falloir vivre avec tout ça pendant des mois et des mois. Et encore une fois, si j'estime clairement, et je l'ai clairement dit dès les premiers propos que j'ai eus, c'est que, il y a une utilisation perverse de ces thérapeutiques qui tend à faire croire aux malades qu'ils vont pouvoir guérir de leur maladie grave avec ces thérapeutiques, et ça, je la condamne de la façon la plus claire et indiscutable en ce qui me concerne, et si j'avais des responsabilités, je veillerais à ce que ces condamnations soient appliquées, et j'ai eu à le faire. J'ai porté plainte une fois, notamment contre un médecin charlatan qui pratiquait une forme de médecine alternative, mais qui avait conduit à la mort d'une de mes malades, et ça m'a tellement pris que j'ai fini par porter plainte contre lui. Bon, mais sinon, donc ça, c'est l'utilisation perverse, c'est pas l'utilisation habituelle. Je crois que dans l'utilisation de ces thérapeutiques alternatives comme soin de support des autres thérapeutiques, encore une fois, c'est quelque chose qui, dans l'expérience de tous les services de cancérologie, y compris aux États-Unis, a prouvé son efficacité, et la plupart des grands centres, y compris aux États-Unis, ont des médecins alternatifs, qu'il s'agisse des sophrologues, des psychologues, des acupuncteurs, tout ce que vous voulez. Par exemple, l'hypnose pour arrêter de fumer, ou pour les troubles du comportement alimentaire chez les femmes qui prennent des hormones, sont des choses qui sont en partie intéressante pour un certain nombre de malades. Et le cannabis Ça, c'est pas une médecine alternative, le cannabis. On en reparlera dans un autre débat, si vous voulez. Aux États-Unis, c'est considéré comme tel. Oui, mais c'est hors champ des médecines alternatives. Ce sont les allopathes qui le prescrivent. Et en France, il y a deux produits. Un qui a déjà l'AMM, l'autre qui est en cours de définition du prix, de détermination du prix. C'est un tout autre débat. Par contre, là où je rejoins la déclaration tout à fait de l'Académie des sciences, moi je fais partie d'un certain nombre d'académies, c'est que la question se pose du remboursement. Parce que là, je l'ai dit, c'est pas normal que pour avoir un médicament anticancéreux, il faille prouver l'efficacité, et pour mettre sur le marché, remboursé par la sécurité sociale, un produit ou une pratique qui ne soit pas remboursée qui ne soit pas démontrée, soit elle-même remboursée par la sécurité sociale, ça me gêne un petit peu, et je suis très clair sur ce point. On y reviendra. Mais je voulais vous demander au docteur Mignot, vous qui pratiquez l'homéopathie, le fait qu'il n'y ait aucune preuve scientifique que ça marche, pour vous, vous êtes d'accord avec cette assertion ? Alors, quand on parle de preuves scientifiques, Monsieur Lebars parlait de mettre un groupe placebo, un groupe traité. Or, l'homéopathie, c'est adapté à chaque patient. Donc, il faudrait, si on fait des études scientifiques, qu'on fasse un groupe placebo et qu'on fasse un groupe où chaque patient recevrait le remède homéopathique qui lui correspond. Donc, ça ne marche pas. Donc on ne peut pas le prouver scientifiquement. Ce serait pour vous l'explication. Ce serait pour vous l'explication si l'on ne trouve pas de preuves depuis toujours. C'est parce que ça a été fait, par exemple, pour les bronchiolites. Il y a une dizaine d'années, la Sécu avait pris 500 médecins, il y avait 250 homéopathes, 250 médecins classiques, pédiatres ou médecins généralistes. On avait une étude sur 5 ou 6 cas chacun de bronchiolite. Ils étudiaient le coût des arrêts de travail pour les parents, donc la durée du soin, la prise en charge thérapeutique, le nombre de jours de kiné, etc. Après, il y avait toute une étude sur chaque enfant était suivi, voir s'il récidivait, etc. Et très vite, ils se sont rendus compte que les médecins homéopathes, alors je ne suis pas là pour vendre le truc de l'homéopathie, mais ils ont dit, tiens, c'est curieux, les bronchiolites, c'est liquidé en 2 jours, le père ou la mère ne s'arrête pas longtemps, il y a peu de kiné,
Et ça marche bien. Et actuellement, depuis ce truc-là, on ne fait plus de corticoïdes, ventoline, etc. C'est de la kiné-respi. Ça a allégé le traitement, quoi. Je veux dire, les recommandations de l'HAS ont changé depuis cette étude. Des homéopathes. C'est depuis cette étude. Elle était parue dans le quotidien du médecin. Une façon de faire, en général, des médecines alternatives, c'est de dire qu'on ne peut pas faire d'études scientifiques parce que la méthode n'est pas bonne. Non, là, la méthode, elle était bonne. Non, je parle de parce qu'on ne nous a pas demandé de prescrire IPK à tout le monde ou antimonium tartaricum. Le médecin choisissait de prescrire tel ou tel produit selon l'état de l'enfant. Si vous prenez l'exemple de la bronchiolite, globalement, par exemple, la réduction du coût avait été mise en évidence. Et c'est après qu'il y a eu des changements. Relisez, je vous dis, c'était il y a 10 ans. L'exemple de la bronchiolite est un exemple particulièrement intéressant. On pourrait prendre le même exemple pour la rhinopharyngite, par exemple. Oui. Il n'y a pas de traitement nécessaire, qu'il soit sous forme de granules. Quand vous êtes enrhumé, vous prenez rien ? Quand je suis enrhumé, je me mouche. Vous le soignez, ça dure une semaine, vous le soignez pas, voilà, ça dure 7 jours. Avec l'homéopathie, c'est beaucoup plus raccourci. Oui, mais on ne peut pas toujours tout prouver. Prouvez que le parachute sauve les gens qui tombent d'un avion. Par la méthode Claude Bernard, méthode dite scientifique, vous ne pouvez pas le prouver. Il faudra envoyer 2 groupes qui sautent de l'avion, un avec parachute, un sans, et voir combien de surveillants. Sauf que la méthode scientifique interdit de faire exactement, c'est pour ça que je dis qu'il y a des choses pas éthiques. Mais c'est ce que je dis, c'est qu'il y a des choses qui ne peuvent pas en médecine être démontrées. Je ne prends pas le soutien de l'homéopathie, puisque j'ai donné les limites de ce que je suis prêt à soutenir. Mais pour autant, il faut bien comprendre qu'il y a parfois des limites. On fait une pause, on se retrouve tout de suite et on poursuit ce débat. Europe Soir, le débat. Europe Soir, le débat. Frédéric Tadei sur Europe 1. Le débat de ce soir, c'est sur l'homéopathie et les médecines complémentaires attaquées par l'appel des 124 professionnels de santé paru dans le Figaro Vox il y a quelques jours. Alors, la tribune du syndicat national des médecins homéopathes français qui vous a répondu dès le lendemain, puisqu'il y a eu assez vite une levée de bouclier, c'est de dire que en tant que médecine complémentaire, l'homéopathie était très efficace, qu'elle était particulièrement utile dans une démarche préventive et pour les traitements des maladies chroniques. Alors là, qu'en pensez-vous, docteur et que je fais attention pour plus Calafior et pas Calafort comme je l'ai dit jusqu'à présent. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la relation médecin-malade est très importante dans n'importe quel type de prise en charge de pathologie. Les médecines alternatives, dont l'homéopathie, essayent de miser sur le fait que leur médecine serait une médecine très personnalisée, contrairement à la médecine conventionnelle. Alors, il faut savoir que le terme allopathe, ça a été justement créé par la médecine homéopathique pour désigner les médecins non homéopathes, mais j'aime pas trop ce terme. Donc, les médecins conventionnels font aussi une approche centrée sur le patient. C'est-à-dire qu'on prend en charge le patient dans sa globalité et pas seulement, comme vous disiez au début, on soigne la fièvre avec un antipyrétique, etc. C'est le docteur Mignot qui... Voilà, tout à fait. Donc, c'est pas l'apanage des seuls médecins homéopathes. Mais ce qu'il faut se dire, nous, c'est qu'on a cette démarche scientifique qui veut qu'on essaye de toujours peser le pour et le contre dans un traitement, avec une balance bénéfice-risque. Donc, quand on donne un traitement à un patient, on sait qu'on peut attendre un résultat positif, mais qu'on lui fait prendre un risque d'effet indésirable. Le fait d'avoir l'homéopathie, par exemple, où on entend souvent il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'effet indésirable connu, mais l'absence d'efficacité, est-ce que c'est pas en soi un effet indésirable, finalement? Est-ce que l'absence d'efficacité d'un traitement, parce qu'il n'a pas été prouvé scientifiquement, ne met pas en jeu la vie du patient parfois, ou en tout cas ses chances de guérison plus rapides? Professeur Kayat? Je suis alors 100% d'accord. C'est vrai que quand on fait de la médecine dite conventionnelle, c'est vrai qu'allopathique c'est réducteur, mais quand on fait de la médecine conventionnelle, normalement de la bonne médecine, c'est qu'on examine les malades, c'est qu'on discute avec eux, qu'on essaie de comprendre qui ils sont. La maladie qu'ils ont ne résumera jamais leur biographie, c'est pour ça que 2 malades sont différents. Avant d'arriver à la maladie, ils ont eu 2 vies différentes. Il faut en tenir compte, il faut tenir compte effectivement de ce fameux bénéfice, de ce rapport bénéfice-risque, du coût aussi, pour la prise en charge. Aujourd'hui, c'est un paramètre qui est clairement intervient dans la démarche, en tout cas de santé publique.
Mais encore une fois, je crois que comme tout, il y a des très mauvais médecins, mais il y en a une immense majorité qui sont excellents. Est-ce qu'il faut condamner la médecine parce qu'il y a quelques types qui passent à côté du diagnostic, qui font le mauvais traitement et qui finalement raccourcissent la vie de patients? Je crois pas. Est-ce que pour autant, parce que certains médecines alternatives, parce qu'on parle d'homéopathie, mais il y a bien d'autres choses, hein. Et dans des pays, notamment en Europe, il y a des choses effarantes, en Allemagne, hein. Parce qu'en France, on a un conseil de l'ordre qui, quand même, quelque part, veille d'une certaine manière, avec certaines limites, je veux bien l'admettre, à ce que les pratiques soient plus ou moins conventionnelles. Et le conseil ne reconnaît que l'homéopathie, l'acupuncture, la mésothérapie et l'ostéopathie, voilà, hein, comme médecine alternative. Les 400 autres ne sont pas reconnus. En Allemagne, vous avez n'importe quoi. Hein, sur le traitement du cancer, le nombre de malades qui, à un moment donné, partent se faire soigner, quand on leur dit, écoutez, je suis désolé, ça n'a pas marché, 3e, 4e traitement, on arrive un peu dans une situation très délicate, qui vont chercher de l'espoir de l'autre côté de la frontière, parce que là-bas, on fait n'importe quoi. Il y a des gens qui s'installent avec des cliniques et qui font du placenta d'agneau, enfin de n'importe quoi pour traiter le cancer. Alors, c'est vrai que chez les médecines alternatives, il y a des gens qui exagèrent, mais je crois qu'il faut être très vigilant à défendre la qualité et ce qui sera un autre point, encore une fois, par rapport au remboursement. Si vous voulez y venir après. Docteur Mignot, oui, on y vient après. C'est pour ça que je pense que le fait que ce soit prescrit par des médecins diplômés, reconnus par l'ordre, ça représente une certaine sécurité. Ouais. On exige de nous la même formation que les médecins conventionnels. J'aime pas ce terme parce que ça fait appel à la convention non conventionnée. Oui, c'est pas en rapport avec la convention. Les médecins, disons, formés par la faculté de médecine, quoi. On a la même formation de base, la même FMC. On va aux mêmes EPU. On fait en plus des études sur les effets de dilution de produits toxiques. Voilà. Alors justement, dans cet appel des 124 professionnels de santé, dont vous avez fait partie des co-rédacteur, Dr Calafior, et que vous avez signé, Hervé Lebars, on demande carrément que les 6000 médecins diplômés à peu près qui pratiquent par exemple l'homéopathie soient rayés de l'ordre des médecins. C'est le cas donc de Bénédicte Mignot-Guinet. Il faudrait la rayer de l'ordre des médecins. Non, c'est pas exactement ça qu'on demande. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on ne puisse pas utiliser son diplôme de médecin pour exercer des médecines alternatives. C'est-à-dire que le médecin homéopathe, qui est médecin généraliste la plupart du temps aussi, exerce la médecine générale avec son diplôme de médecin, et s'il veut exercer de l'homéopathie, ce n'est plus en qualité de médecin. Donc il ouvre un autre cabinet, vous voulez dire? Pas forcément ouvrir un autre cabinet. Je veux dire, le patient qui vient nous voir, il vient voir une personne qui a des connaissances acquises, une pratique. Oui. Moi, j'ai 35 ans de pratique, c'est ça qui cherche les gens. Si vous permettez, moi, je cherche une relation médecin-malade. C'est pas interdire l'homéopathie, soit la laisser plutôt être pratiquée par des vrais médecins, homéopathes en plus. Parce que si maintenant on dit pour faire de l'homéopathie, il faut plus être médecin, ça va être grave. Hein. Moi, j'aimerais peut-être qu'on bouge un tout petit peu le débat sur le côté scientifique, du médicament homéopathique. En fait. Mais ça, attendez, on y viendra. Mais moi, je voudrais alerter les auditeurs sur des risques qu'on n'a pas évoqués ici, qui sont les risques tout simplement de perte de confiance et d'incompréhension de la part des citoyens sur le fonctionnement de la démarche scientifique et de la science. En encourageant une pensée magique, c'est un peu ce qu'a fait Monsieur Kayat tout à l'heure avec la croyance en Dieu, etc. Là, voilà, ça tient du même niveau. Oui, mais on risque, en n'expliquant pas correctement aux gens, on risque d'avoir des gens qui vont se détourner de traitements efficaces. Quand ils auront un cancer, ils vont avoir un refus de soins, tout simplement parce qu'ils auront été influencés, ils auront baigné pendant 50 ans dans un discours pseudo-scientifique qui leur fera refuser un traitement efficace. C'est ce qui s'est passé avec Steve Jobs, qui était le patron de Apple. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu un cancer des îlots de Langerhans. Donc c'était une tumeur tout à fait opérable. Ses médecins étaient tout à fait optimistes sur son traitement. Et comme il avait baigné dans il faisait beaucoup de acupuncture depuis longtemps. Il avait son acupunctureuse, je sais pas comment, c'était une dame qu'il voyait régulièrement. Eh bien, il a pensé que c'était mieux pour lui de tester d'abord, parce qu'il y croyait, tout simplement, il y croyait. Il avait cette croyance ancrée profondément en lui, à cause de la désinformation, finalement, ou du moins de l'information
pas tout à fait précises qu'il avait eues. Et du coup, il a retardé le traitement qu'il aurait dû avoir de 9 mois. Et c'est vraisemblablement, même si on peut pas refaire l'histoire, ce qui l'a tué. Et des cas comme ça, là on est sur le patron d'Apple multimilliardaire, mais des cas comme ça, il y en a tous les jours. Des médecins que j'ai rencontrés personnellement m'ont dit qu'ils avaient souvent observé soit des pertes de chance, soit carrément des refus de traitement, au profit de médecine, je dirais, non reconnue ou non scientifique. Et ça, c'est aussi quelque chose de grave. Mais écoutez, moi, dans ma pratique, j'en ai pas vu souvent, mais il y en a. Mais ça reste marginal en France, heureusement, de mon point de vue. Enfin, je crois, et en tant qu'avec toutes les responsabilités, y compris quand j'ai fait le plan cancer, on a analysé. Ça existe, ça reste très marginal. La question, c'est pourquoi on n'a pas fait condamner l'acupuncteur de Steve Jobs ? Parce que c'est lui qui a fait quelque chose de grave. Après que l'autre ait cru. C'est à la limite, ça, encore une fois, son choix. Non, je suis pas d'accord avec vous. Parce que le mal est fait à partir du moment où la personne arrive. Parce que la personne, elle arrive à 50 ans. Et en l'occurrence, il avait 50 ans. Lui dit, écoutez, moi, je ne peux pas vous guérir de votre cancer. Donc, allez voir un cancérologue. Et si vous voulez, je vous aiderai à supporter le traitement. Il aurait trouvé quelqu'un lui a dit, je vais vous soigner. Et grâce à mon acupuncture, vous allez peut-être guérir. Lui, il devrait être condamné. Combien de fois le Conseil de l'ordre, dans notre pays ou d'autres structures, il n'a pas fait que de l'acupuncture. Il a aussi mangé des légumes, par exemple. Et ça, il n'est pas allé voir un médecin. Il faut condamner. Je vous arrête, on fait une pause et on poursuit ce débat et on abordera notamment la question des remboursements parce qu'elle est évidemment cruciale dans cette bataille. Europe 1, Europe Soir, le débat. Frédéric Tadei. Dans l'appel des 124 professionnels de santé contre les médecines alternatives, il est évidemment question d'argent. Alors Mathieu Calafiore, vous demandez à ce que l'on cesse de rembourser les thérapies alternatives qui peuvent être remboursées jusqu'à 30% en France. 30% de manière générale. Sauf en Alsace, c'est un peu différent, mais 30% de manière générale. Oui, c'est beaucoup plus là-bas. Ça représente 200 millions d'euros 200 millions d'euros. Alors, je sais, et j'ai entendu plusieurs fois la semaine dernière opposer le fait que ça représente 0,02% du budget de la Sécu. Et donc, avec un chiffre en pourcentage, ça paraît ridicule. 200 millions d'euros, est-ce que la Sécurité sociale peut faire l'économie de 200 millions d'euros ? Je ne suis pas sûr. En tout cas, le budget de la sécurité sociale est déjà suffisamment déficitaire pour ne pas dépenser de l'argent sur des thérapeutiques qui n'ont pas fait preuve de leur efficacité. Et si on gardait à enveloppe constante, on pourrait redéployer ces 200 000 euros, comme je disais au tout début. 200 millions, pardon. Vous voyez vous-même, vous trouvez que ce n'est pas beaucoup. 200 millions d'euros, on pourrait les redéployer sur des soins qui, eux, ont fait la preuve de leur efficacité, mais ne sont pas encore remboursés. Docteur Mignot ? Je suis d'accord avec lui pour... Quand il dit qu'il y a des soins non remboursés actuellement, qui devraient l'être. Les soutiens aux victimes, les filles agressées, exactement. Mais pas au détriment au détriment de techniques qui marchent. Alors, quand vous dites qu'il n'y a pas d'études, qui va les payer ces études ? Est-ce que la Sécu, je dis l'étude sur la bronchiolite, ça avait été probant, mais bon, ça a été paru uniquement dans le quotidien du médecin, mais c'est vrai qu'il n'y a pas assez d'études. Mais après, il y a eu des études faites par des labos, donc on va dire qu'il y a un conflit d'intérêts. En Australie, en 2015, il y a eu une grande méta-analyse avec des milliers d'études. Non, 2015. En Australie, c'est le système de santé, le ministère de la Santé australien, qui a sorti une grande méta-analyse très large sur l'ensemble de la littérature scientifique sur le sujet et qui concluait exactement comme les académies des sciences européennes qu'il n'y avait aucune preuve dans aucune maladie pour aucune condition médicale de l'efficacité d'aucun médicament. Je ne répondrai pas là-dessus, je n'ai pas lu cette étude-là. C'est une étude qui est mondialement connue. Après, il y a le NHS britannique, enfin le système de santé britannique, les Anglais qui ont fait exactement la même chose, une grande étude qui arrivait à la même conclusion. Les Américains, en 2016, qui arrivait à la conclusion qu'il fallait marquer sur les boîtes qu'il n'y avait aucune efficacité prouvée. On ne peut plus aujourd'hui essayer de disséminer du doute, envoyer du doute comme ça en sortant une étude ici ou là. Le consensus scientifique, il est massif, il est mondial. C'est toute la communauté mondiale scientifique qui crie il n'y a aucune efficacité de ces thérapeutiques. Après, on ne peut pas jeter le doute indéfiniment là-dessus. Le non-remboursement des traitements homéopathiques, par exemple, s'appuierait sur une idée simple. Pas de preuve, donc pas de remboursement. Et au fond, les traitements homéopathiques seraient comme tous les médicaments. Or, ça n'est pas le cas. Pour l'instant, ils bénéficient d'un statut particulier. Un statut dérogatoire. C'est-à-dire ils n'ont pas besoin de faire la preuve. Ils ne doivent pas prouver leur efficacité par des études scientifiques comme doivent le faire d'autres médicaments. Il y a des médicaments, et là,
là, tous les auditeurs auront des exemples en tête, des médicaments qui ont été déremboursés au fur et à mesure des années parce que en regardant de près les études qui avaient servi à leur mise sur le marché, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas efficaces. Donc l'assurance maladie a dit je ne mets plus d'argent là-dessus. Et là, pour l'homéopathie, on a un statut dérogatoire qui fait que vous n'avez pas besoin de prouver. Professeur Kayat ? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que un médicament ne peut être remboursé, c'est-à-dire être financé, son usage financé par l'argent public, qu'à condition qu'il ait démontré son efficacité. Donc autant je pense qu'il vaut mieux que ce soit des médecins qui fassent de l'homéopathie que des non-médecins. Donc je suis contre le fait de se désinscrire du Conseil de l'Ordre. Autant je pense clairement qu'un médicament qui n'a pas prouvé son efficacité, qu'il s'agisse d'homéopathie ou de n'importe quel vénotonique ou autre, s'il n'a pas prouvé son efficacité, il ne doit pas être remboursé. Mais néanmoins, je le disais tout à l'heure, dans votre service à la Salpêtrière, il y avait 11 unités de médecine alternative. En permanence, oui. En permanence, donc payées par l'argent public. Pas du tout. Non ? Pas du tout, c'était payé par ma fondation avec de l'argent des dons. Et sachant que nous expliquions à tous nos donateurs que l'un des 2 objectifs de la fondation que je présidais était justement l'humanisation des conditions d'accueil et de suivi des patients atteints de cancer à la Pitié-Salpêtrière, et notamment par l'utilisation des soins de support. Donc en fait, l'idée, elle était très simple au départ. C'est que quand j'ai commencé à faire ça, je sortais d'une période où je voyais des gens aller faire n'importe quoi chez des médecins alternatifs et gâcher des chances. Et je me suis dit, il vaut mieux, s'ils veulent faire ça, qu'ils le fassent dans mon service, sous mon contrôle, disons, le contrôle des médecins du service, et donc qu'ils le fassent dans un esprit de soins de soutien et pas de soins à la place de la chimio et du reste. Et donc pour que ça puisse se faire et sans que ça coûte à la collectivité, puisque je suis toujours parti du principe que si c'est pas prouvé, ça ne doit pas être remboursé, eh bien sur l'argent que nous collections, nous payons des vacations pour des praticiens, médecins ou non, selon le type de médecine alternative. Il y aurait une autre solution qui consisterait à expliquer aux gens et à réussir à faire en sorte qu'il y ait une culture scientifique qui fasse que les gens... Vous avez déjà vu un malade atteint de cancer et qui vous annonçait qu'il a des métastases, et là vous allez lui expliquer c'est pas à ce moment-là, je vous ai expliqué. Non, c'est trop tard. C'est beaucoup trop tard. Et là, vous lui dites, non, mais attendez, vous êtes... C'est pas au moment à 50 ans quand la personne a été... Gentil. Non, vous n'êtes pas à ce moment-là. C'est pour ça que vous dites ça. Je veux croire que c'est pour ça. C'est pas à ce moment-là qu'il faut... Il n'y a pas que l'exemple de... Mais quand même, ce moment-là existe. C'est pas à ce moment-là que moi je le vois, le malade. À ce moment-là, c'est trop tard. La personne est déjà dans un système de pensée, elle a été formatée. Écoutez, si vous fassiez de l'information chez les bien portants, ça me semble considérablement important. Et vous avez mon total soutien. Au moment où vous annoncez un diagnostic de cancer et de métastase à un malade et la nécessité de faire la chimio, c'est plus vraiment le moment de lui expliquer que ce en quoi il croit n'a pas de raison. Si on pouvait sortir un petit peu du cadre de l'oncologie seulement, parce que juste un dernier mot, docteur Mignot, parce que vous êtes celle qui a le moins parlé dans cette émission. Peut-être, je sais pas. Votre expérience m'intéresse beaucoup, puis je vous remercie d'avoir mis en place ça dans certains hôpitaux. Professeur Kayat. Oui, pardon. On oublie quand même, la médecine générale, c'est pas uniquement faire un diagnostic de cancer et envoyer dans le mur, parce qu'on va le soigner par homéopathie, soi-disant, un patient et dans la bonne voie, entre guillemets, en faisant des chimios. Je veux dire, les gens, ils sont pas débiles. Quand on leur annonce ça, ils vont s'informer. Ils savent qu'il y a des soins complémentaires. Il faut s'inscrire dans une démarche de déprescription globale. Voilà. Il y a des traitements qui sont inefficaces. Mais en médecine générale, on n'a pas que des cancers. On a beaucoup de dépressifs. On a des gros, des mecs, des anorexiques, des bébés. De manière générale, l'homéopathie n'a pas fait preuve de son efficacité. Il y a d'autres traitements qui n'ont pas fait preuve de leur efficacité. Si on dérembourse, la pratique va se réduire considérablement. Tout à fait. Je vous remercie tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Je vous donne rendez-vous juste après les informations dans le Social Club avec la chanteuse Lio, le parolier Jacques Deval, l'anthropologue Marc Auger et Ascanio de Vogüé. Il est l'heureux propriétaire du plus beau château de France qui est ouvert au public depuis mai 68, le château de Vaux-le-Vicomte.